Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Septième Illusion. Je suis le bûcheron du cinéma. Et oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un débat sur la Septième Illusion. Et je suis en compagnie de Sawyer. Comment vas-tu? Hello, comment ça va? Écoute, je suis très content en fait de refaire un débat avec toi parce que je pense que ça effectivement, je me demande si ça fait pas, en tout cas ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas record ensemble, mais ça me fait très plaisir de recorder avec toi. Écoute. C'est vrai. Bah, la dernière fois que j'ai record, je crois que c'était sur Nouvelle Vague. Donc ça commence à Ouais, quand même, hein, un peu à octobre. dater. Ouais, donc voilà. Et en plus, pour un film que déjà tous les deux on attendait beaucoup, pour des raisons différentes. Et aussi, bah, on va avoir le même avis, mais en même temps, ça va diverger sur certains trucs, puisque Ouais. le débat d'aujourd'hui va tourner autour de Marty Suprême. Donc après le cadet Safdie, c'est au tour de l'aîné Safdie de sortir son film. Donc Geoff Safdie. Qu'est-ce que ça raconte Marty Suprême? Ça raconte l'histoire de Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée qui est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. On retrouve notamment évidemment au casting dans le rôle de Marty Mauser, Timothée Chalamet qui en a fait des tonnes durant la promotion évidemment. On va en parler de ça, hein. On va en parler parce que ça, voilà, c'est bon. Il y a eu des trucs bien et des trucs pas bien durant la promotion, mais également Odessa Hayson, qui est une moi que j'ai pas, je sais pas si elle est nouvelle dans le milieu ou pas, mais moi c'est la première fois que je la vois dans un gros film, moi, un gros film indépendant, hein, je veux dire, voilà. Mais on retrouve notamment aussi Gwyneth Paltrow mais également quelqu'un qui nous fait plaisir à tous les deux, mais Bien pas que, sûr. hein, mais parce qu'on est très fan de sa musique et aussi il est très bon acteur, hein, donc si jamais il veut revenir au cinéma, qu'il le fasse. Il s'agit donc de Tyler the Creator, évidemment. Puis, Même si je suis même déçu de que pas ce soit avoir en termes Marty. de réalisation, il réalise ses propres clips. Tu vois dans les derniers clips qu'il a vraiment envie de se tourner vers le cinéma entre autres. Bah, de fou. Mais du coup, je vais te demander, Sawyer, quel est ton rapport au cinéma des frères Safdie quand même? Parce que on n'avait pas record sur Smashing Machine, mais c'est l'occasion ou jamais de parler des Alors Safdie pour qui sont quand pour même importants dans le l'anecdote, cinéma indépendant. Alors pour l'anecdote, ah oui, on nous dit qu'il y a Abel Ferrara aussi, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser. Mais Oui, pour c'est vrai qu'il y a l'anecdote, Abel Ferrara. Pardon. mais en fait pour l'anecdote, oui, on avait enregistré sur Smashing Machine si avec Joe, sauf que on a eu des problèmes de bug de record et donc le record n'est jamais sorti. Mais on l'a record où on était quand même assez en désaccord parce que Joe avait beaucoup aimé Smashing Machine et moi j'ai vraiment trouvé que c'était un film qui était très peu intéressant et que je trouvais que c'était un film très plat. À contrario, parce que j'ai pas vu Good Times du coup, parce que il y en a d'autres et je sais que tu pourras peut-être en parler, Mm. parce que je sais que toi tu es vraiment spécialiste de leur cinéma. Moi j'ai vu que un film des deux et un autre film solo du coup, à savoir The Smashing Machine et Uncut Gems. Du coup j'ai pas vu Good Times, même si en gros ceux que tout le monde a vu c'est Good Times et Uncut Gems. J'ai vu Uncut Gems, j'ai beaucoup aimé pour le coup. Je trouve vraiment qu'Uncut Gems marche bien dans cette gestion du stress, de l'adrénaline, c'est quelque chose dont on reparlera pour Marty Suprême. Et aussi, je trouve dans le choix du comédien principal de transformer Adam Sandler en personnage qui est antipathique, mais aussi qui est malade. En fait, c'est un personnage qui a une vraie maladie, en fait, qui est accro à quelque chose. Et pareil, cette thématique de l'addiction, c'est quelque chose qui est intéressant sur lequel on pourra revenir. Et je peux retrouver ça dans Smashing Machine. Je trouve que effectivement cette espèce d'addiction à la victoire, au truc, tu peux créer des espèces de fils avec ça. Mais c'est un film qui m'a posé beaucoup de problèmes, où j'ai trouvé que le film avait énormément de problèmes, que en fait le personnage d'Emily Blunt, je trouvais qu'il était très mal écrit et que la gestion d'un personnage féminin comme ça, c'est un truc qui m'a limite un peu mis mal à l'aise. En fait, effectivement, le personnage de The Rock, même si c'est un personnage qui aurait pu être intéressant, je trouve pas que ce soit un très bon acteur. Et je trouve que là, alors que c'est sa chance de prouver que vraiment il avait ce qu'il fallait pour être un excellent acteur, je trouve vraiment pas que ça marche. Et je trouve que le maquillage, il peut même faire un peu ridicule par moment. Donc ouais, c'est un film qui m'a beaucoup déçu pour le coup. Et on savait qu'il y avait cette espèce de grand duel, ça veut dire à la fin de l'année. Bon là, en l'occurrence au début, parce qu'on l'a eu un peu après les États-Unis. Mais clairement sur la dimension box-office, succès, etc. C'est Marty Suprême qui a marché, contrairement à Smashing Machine, qui lui a plus déçu. Mais en même temps, pour être tout à fait honnête, même si il y a un film que j'ai clairement préféré à l'autre, c'est un film de The Smashing Machine qui a clairement pas été mis en valeur par rapport à Marty Suprême. C'est-à-dire que Smashing Machine, c'est un film qui est limite passé inaperçu quand tu le compares à tous les films dans lesquels a joué The Rock et tout. C'est un film qui a presque eu aucun marketing, c'est assez dingue quand même. Et quand tu le compares à effectivement Marty Suprême, qui lui a eu un clip avec SD Kid, parce qu'il y a eu la vanne Timothée Chalamet SD Kid, un truc sur la sphère de Las Vegas, des vidéos en ligne, la veste pour moi c'est vraiment le truc de trop parce qu'il y avait la veste à 300 balles, etc., qui n'a rien à voir avec le film en plus. Mais voilà. Et du coup, effectivement, ce marketing-là, comme ça on l'évacue, après on parlera du film.
c'est un truc qui au début m'a fait marrer et qui après je suis arrivé à un point de saturation. Surtout que chez nous il a duré quoi, parce que le film est sorti à Noël pour les États-Unis, mais il vient de sortir chez nous et je trouve qu'il était trop long. Et par contre, le truc où je peux le défendre, c'est le fait que Chalamet a dit que ce marketing était là pour donner envie aux gens de voir le film. Et je sais pas si sans ce marketing le film aurait vraiment marché, parce que le film cartonne un peu quand même. C'est quand même le plus gros succès de A24 si je dis pas de conneries. Et en fait, effectivement, un film, même s'il y a Chalamet, je pense pas qu'il soit assez pour vendre un film tout seul et faire le succès d'un film par lui-même. Et un film de 2h30 sur un joueur de ping-pong, je sais pas vraiment si ça aurait attiré les foules sans le gros marketing qu'il y a eu derrière. Mais c'est vrai que derrière tout ce marketing, il y a toute cette hype, il y a le film effectivement. Donc toi, rapidement, qu'est-ce que tu penses du cinéma des Safdie? Qu'est-ce que tu as pensé de cette Machine Machine en deux, trois mots? Et surtout, qu'est-ce que tu as pensé du film? Ouais. Très rapidement, moi les frères Safdie, je les découvre avec Good Time. Je suis au lycée, donc en fait ça a été, en fait cette découverte a été assez importante pour moi et pour ma cinéphilie. Bon évidemment j'ai déjà vu des films de Scorsese et tout, mais en fait moi Good Time m'a vraiment lancé dans le cinéma indépendant américain et après retracé un peu cette histoire du cinéma indépendant américain. Donc en fait sans lui j'aurais fait le chemin un jour ou l'autre, mais en fait Good Time avait vraiment accéléré le truc parce que cette fascination qu'a les Safdie pour New York, qu'on retrouve dans Marty Suprême. Là, c'est New York des années 50 dans Marty, mais voilà. Et j'ai vu du coup plein d'autres films des frères Safdie. J'ai vu leur court métrage. Le seul que j'ai pas vu, c'est Lenny Cook, qui est pourtant sur le basketball, qui est mon sport de prédilection, donc c'est un peu ironique. J'ai vu le premier film en solo de Just Safdie, donc je parlerai pas longuement avec Parti Suprême, mais dont je parlerai de certains points parce que je trouve qu'il s'en rapproche un peu dans certaines thématiques, qui est The Pleasure to Being Robbed, donc le plaisir d'être volé, somme si on traduit un peu. Et du coup, ce Machine, je pense que je dois être un des seuls de France à l'avoir mis dans mon top film, parce que je l'avais mis top 2. Moi, je trouve que à contrario, c'est un film que je trouve fascinant dans cette méditation du corps, cette exploration du corps quasi chirurgicale, cette transformation du corps et aussi la transformation du visage de The Rock. Et pour le coup, ce film-là était beaucoup plus similaire à Mad in Love, du coup, qui est un des films réalisés par le duo Safdie, qui parlait de drogue et de prise de drogue. Et je trouvais qu'il y avait une maturation dans la manière de montrer les injections, du coup, par rapport à Mad in Love. Je crois que je me suis sûrement me trompé dans le titre. Donc voilà, moi, ce Machine, c'est un film que je trouve terriblement sous-estimé, que je trouve plastiquement fou, et ça va surprendre beaucoup de gens par rapport à ce que je vais dire, mais je trouve que Marty Suprême c'est le même film en fait. Pour moi, c'est deux films qui racontent exactement la même chose, mais ça on y reviendra plus en détail pourquoi je pense ça. Mais en tout cas, moi je continuerai toujours mon combat pour défendre ce Machine sur le ring. Donc voilà. Mais pour autant, ça veut pas dire que voilà, Marty Suprême, j'ai adoré évidemment. J'ai adoré. C'est un samedi du coup qu'on pourrait dire quand même que la mise en scène est plus nerveuse. Ça c'est vrai là-dessus par rapport à ce Machine, qui est beaucoup plus posé, qui est beaucoup plus voilà, c'est un samedi qui est beaucoup plus dans le sang. Je peux comprendre qu'il plaise beaucoup plus et qu'il séduise beaucoup plus. Pour le coup, même si du coup moi j'en sors frustré parce que je trouve que c'est vraiment les mêmes films. Je trouve qu'ils racontent vraiment la même chose quoi. C'est surtout que c'est la première fois qu'on les voit sans l'un et l'autre, donc ils le font en solo. Donc est-ce qu'ils avaient l'objectif de faire un même film, tu vois aussi dans ce que tu disais, ça peut être intéressant à comparer. Moi effectivement c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai besoin encore de prendre un peu de recul, même si ça fait plus d'une semaine que je l'ai vu. Je vais aller le revoir justement en ayant un peu, enfin pas en ayant moins d'attentes, j'ai toujours des attentes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, mais en n'ayant pas toutes les attentes que j'avais au début et en vraiment me laissant porter, parce que c'est un film vraiment qu'il faut mettre tout le truc qui s'est passé sur le côté, le marketing, les trucs, etc. Et en fait, faut vraiment prendre le film pour ce qu'il est, et c'est déjà un film qui s'inscrit parfaitement dans la lignée des Safdie. Pour le coup, c'est un truc qu'on pourra pas mettre de côté, c'est que c'est un personnage antipathique, désagréable, comme on l'a beaucoup de fois avec les Safdie, un truc vraiment stressant, avec un rythme, où chaque scène est globalement construite sur, et c'est peut-être ce qui me manquait dans ce Machine, aussi, un objectif, dans le sens où chaque scène arrive avec le personnage de Timothée Chalamet qui arrive pour faire quelque chose, qui veut faire un truc, qui se retrouve
coincé par un autre truc qui arrive en plein milieu de la scène, donc il fait cette chose-là, qui emmène sur une autre chose. C'est presque un labyrinthe, en fait, la manière dont les films sont écrits et sont construits. Ce qui est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui est complètement appuyé par le montage et la BO du film, que je trouve qui sont les deux éléments les plus marquants et les plus remarquables du long métrage, dans le sens où le montage va vraiment et le découpage va vraiment laisser planer les scènes. En fait, on va vraiment des fois être sur des longs plans séquences qui vont suivre le personnage, que ce soit en caméra épaule ou que ce soit pour le suivre. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui était intéressant dans le film, où on laisse le personnage l'air respirer, on laisse s'emparer du cadre, en fait, dans le sens où vraiment, c'est un personnage qui va tout le temps occuper le cadre, on va toujours être dans une espèce de flou, on va jamais souvent avoir de grands cadres, sauf dans les fameux matchs de ping-pong, où pas ce personnage va se faire dominer. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui va être vachement intéressant par rapport au film et que j'avais pas trop dans Smashing Machine, cette espèce d'impression de l'ascendance, en fait, le côté où le personnage domine sa situation, domine les autres, et il a notamment un rapport de force où il y a une relation toxique avec à peu près tout le monde, et chaque personnage va représenter presque un aspect de sa personnalité ou une partie de lui, en fait, que ce soit le personnage de Gwyneth Paltrow, le personnage de justement sa copine, ou le personnage de Tyler, the Creator. Je trouve qu'ils vont tous représenter quelque chose de lui, et son ascendance, ou alors sa domination en fait vis-à-vis d'eux, va être vachement intéressante à travers le film. Mais justement, c'est ce dont je voulais te lancer, sur ce quoi je voulais te lancer, pardon. Qu'est-ce que tu as pensé parce que c'est le truc pour lequel les gens vont globalement aller voir le film, du jeu de Timothée Chalamet, et comment est-ce que lui s'en est sorti dans le film? Timothée Chalamet, moi, c'est quelqu'un que, en fait, contrairement à beaucoup de la sphère cinéphile qu'on côtoie tous les deux, je pense, moi, c'est quelqu'un que je trouve être un très bon acteur. Depuis même déjà Call Me by Your Name, que j'avais détesté la première fois, mais dont je trouvais déjà le jeu assez extraordinaire. Bon, depuis, j'ai revisé Call Me by Your Name, parce que du coup, ça paraît bizarre que j'ai pas aimé un film de Guadagnino's, donc voilà. Mais depuis, en fait, j'ai eu la vision. J'ai eu la vision. Non, mais moi, ce qui est très intéressant chez Chalamet, c'est que en fait, ça faisait déjà longtemps en fait que je l'attendais chez les Safdie, curieusement, parce que en fait, c'est quelqu'un dont l'attitude, dont la manière de d'interpréter des rôles, comme une espèce toujours un peu de, pas d'arrogance, mais bah si un peu, allez, osons-le un peu, un peu d'arrogance, je trouve, de vouloir performer, de vouloir, voilà. Et puis, surtout, en fait, il correspond à un archétype, en fait, de personnage, moi, qui l'incarne très, très bien, du coup, chez les Safdie, parce que je trouve que son caractère, en fait, c'est un peu un personnage safdien, en fait, dans son caractère. C'est un peu quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut, du coup, bah, évidemment, il fait le film pour décrocher la statuette. Donc, je trouve qu'il a quelque chose de safdien déjà en lui, de vouloir conquérir les choses, de vouloir. Puis de toute façon, ça avait été accéléré par la promo évidemment, mais et surtout moi la plupart moi ce qui m'avait surpris avec Machine Machine, c'était justement le choix de Dwayne Johnson et le fait de jouer avec le corps de Dwayne Johnson, c'est que là on retrouve un personnage plus gringalet. C'est vraiment un personnage de gringalet safdien pour le coup, dans le sens où moi, par exemple, tu vois Robert Pattinson, tu vois, Benny Safdie qui joue le rôle du frère dans Good Time. C'est des personnages très gringalés et je trouve que du coup, ça c'est évidemment Josh s'en sert pour faire beaucoup courir le personnage, parce que le personnage va d'un endroit à un autre, tout le temps, se met d'embûches, comme dans Good Time ou dans Uncut James. En fait, c'est souvent des déplacements et je trouve que, dans il a une manière de jouer et surtout aussi le maquillage. En tout cas, dans les deux, c'est vraiment c'est en tout cas dans les 2 films, même je pense, même vous qui avez pas aimé Smashing Machine, parce que moi, je parle pour la 7e illusion, mais la plupart n'avaient vraiment pas aimé Smashing Machine. En tout cas, dans les 2 films, il y a une manière de maquiller l'acteur, une manière de lui faire jouer des mimiques qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes, pour le coup. Et aussi du coup pour le tu parlais vite fait, parce que ça c'est super intéressant, parce que le montage, parce que du coup, Josh retrouve, du coup Ronald, Bronstein, pour le montage et le scénario. C'est comme si en fait on avait laissé à Benny les miettes un peu. Donc ça rend un peu le truc un peu frustrant aussi. Vite fait, ouais, Chalamet pour moi c'était un personnage safdien qui demandait qu'à apparaître un jour dans un film safdie, ce qui est chose faite pour le coup. Bah, je trouve qu'il a une espèce de nervosité dans son jeu et dans son truc. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui est vachement intéressant, je trouve, par rapport à son personnage. C'est que c'est un personnage qui représente clairement l'Amérique et surtout l'Amérique post-Seconde Guerre mondiale.
On peut notamment parler des références qu'il y a à la Shoah ou justement encore une fois à la Seconde Guerre mondiale. Il y a une scène de flashback qui m'a un peu interrogé, mais où en fait, en y réfléchissant, je peux voir à peu près ce qui s'y passe. On n'en dira pas plus pour pas spoiler, je pense qu'on en parlera en spoiler. Mais ouais, pour le coup, je suis... ouais, en fait, c'est un film, pour le coup, qui m'a à certains moments perdu, parce que c'est un film qui a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je trouve vraiment que c'est un film qui va dans tous les sens, qui parle de beaucoup de choses, qui parle de l'Amérique, de ce personnage-là, de ce que c'est de se créer une vie, en fait, de ce que c'est de se créer des objectifs. Et effectivement, il y a eu la blague sur le film peut être récupéré par des connards ou des trucs comme ça, à la manière du Loup de Wall Street, par exemple, parce que c'est un personnage qui va être justement face à des objectifs et qui va rien lâcher. Mais ça veut pas dire que c'est positif, justement, bien au contraire, je trouve que c'est un personnage qui est profondément antipathique, qui a vraiment un côté vraiment, mais vrai connard en fait des fois, et même la plupart du temps, et qui va vraiment être confronté des fois à des objectifs et à des stops, et comment est-ce qu'il va les reparcourir, comment il va les opposer. Moi je trouve que c'est une des thématiques qui sont intéressantes et qui sont propres à leur cinéma. Maintenant, le film des fois me perd, en fait, je vais pas mentir, même si j'ai vraiment beaucoup aimé, le film des fois me perd par certains choix qu'il fait, le fait qu'il décide d'aller dans tous les sens. Mais je pense que c'est aussi le premier visionnage. C'est le fait que le film décide vraiment de partir dans tous les sens, de choisir plein de storylines, de choisir plein de trucs. Il y a cette histoire avec le chien, il y a cette histoire avec l'actrice. On en parlera justement vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais effectivement, le film peut perdre beaucoup de gens. Moi, ça m'est arrivé à certains moments. Il n'empêche que quand j'en sors, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Et je trouve que c'est un film qui est plus intelligent qu'il en a l'air, en fait, dans le sens où c'est un film que je trouve vraiment visuellement irréprochable et qui peut avoir certains problèmes par moment, mais qui, dans l'ensemble, en fait, vient quand même complètement m'époustoufler, en fait. Et je trouve que globalement, c'est un film qui est assez réussi et qui réussit tout ce qu'il veut entreprendre, en fait, et qui vraiment décide d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est pas un film qui est timide de tenter les choses, et je trouve que c'est ce qui marche. Notamment, en fait, un des seuls reproches que je peux lui faire dans certains trucs, même si je l'ai beaucoup apprécié, c'est le choix de musique où des fois il me perd un peu parce qu'il décide de mettre de la musique des années 80 dans un film des années 50, que ce soit choisir de justement d'utiliser des synthés en fait dans sa musique que je trouve vraiment super, musique qui est composée pour le film, ou alors des choix de chansons pour le coup. Mais je sais pas ce que tu as pensé de ça. Bah, très rapidement, du coup, pour revenir, c'est vrai que le film parle de beaucoup de choses, je trouve. Mais principalement, moi, ce qui en fait me permet de toujours suivre le fil dans un film des frères Safdie, c'est en fait toujours qu'il y a une notion de transaction chez eux. L'exemple le plus frappant pour en parler, c'est Uncut James. Dans James, tu as le personnage d'Edouard en tente de faire la transaction de son caillou. Parce que le scénario tourne tout autour du caillou. Et tu auras, en fait, il y a, pour moi, en fait, ce que moi, je dis pas qu'il y a la solution, à comprendre le cinéma des frères Safdie, qui est un cinéma nerveux, qui est un cinéma de l'accélération, comme la ville de New York, hein, la ville qu'ils ont toujours filmée, c'est-à-dire cette ville qui est toujours en mouvement, qui a toujours un truc à faire, toujours une activité, la ville qui ne dort jamais, hein, finalement, parce qu'un film des frères Safdie, on ne dort pas, on est toujours éveillé, toujours l'œil complètement observateur des événements. Mais voilà, cette notion de transaction, en fait, elle est là dans le film, dans cette manière où Marty va toujours chercher à trouver de l'argent pour avoir du coup son billet d'avion, son billet de transport pour aller disputer ses matchs. C'est presque un running gag d'aller chercher toujours de l'argent et du coup il va contracter une sorte de transaction. Ce soit par exemple, bon, je vais éviter de spoiler évidemment quand même un tout petit peu sans trop en dévoiler dans les détails quand même. Par exemple, le personnage de Gwyneth Paltrow, il va entamer un jeu de séduction alors que de l'autre, il est quand même en semi-relation avec le personnage de Rachel, même s'il la dénigre complètement. Et voilà, en fait, il y a toujours une histoire de transaction. Et aussi, ça c'est intéressant que du coup aussi le film parle de sa nationalité. Pardon, pas de sa nationalité, mais de sa religion, du coup la religion juive, parce que il y a cette notion en fait de la fraternité, puisqu'on est en 1952 et que du coup la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. Et du coup, les événements dramatiques qui se sont déroulés, le crime contre l'humanité qui s'est déroulé, et vraiment est encore pas palpable, très présent. Et du coup, il y a une fierté. Il y a une fierté, mais en même temps, une vraie cohésion. Ce que raconte, en fait, le flashback du miel, pour pas en dire plus, avec du miel. Et je trouve que, en fait, moi,
tous les personnages, et c'est vrai ce que tu disais, Sawyer, c'est toujours, en fait, ils vont représenter une branche de lui. Paltrow va représenter la manière de Marty à flirter avec le mensonge. Le personnage de Tyler, the Creator, c'est sa tendance à dérober les choses, qui est d'ailleurs en relation avec le premier film solo de Josh, hein, qui était un personnage féminin kleptomane. En fait, elle était toujours en train de voler quelque chose. Bah, Marty est toujours en train de voler quelque chose pour réussir à avoir le succès. Ce qui est déjà là, en fait, la marque de l'échec du rêve américain. Tu as le personnage de Rachel qui est sa tendance à s'attacher malgré le danger qui l'entoure, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment fascinant. Et en fait, à partir de cette histoire de transaction, du coup, de vendre, jusqu'à y vendre son âme, parce qu'en fait, il va y vendre aussi ses amis, ses partenaires. En soi, Marty, hein, il va finir par les lâcher à un moment. C'est vraiment ouais, un film qui tourne autour de ça, cette notion de transaction. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je fais l'affiliation et je fais des liaisons entre tous les événements du film. Et Dieu sait qu'il y en a des, 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 des événements dans le film. Et même, en fait, le film finit par changer drastiquement, pardon, de style et même, en fait, de genre. Parce il part carrément dans le de mafieux, en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc voilà. Mais j'ai essayé de pas aller trop loin, Oui. mais pour moi, je devais juste Non, non, bien mentionner, sûr, il y mais de a toute un façon, flashback on avec va le très miel. vite. Je pense que Mmh. je vais juste C'est rebondir sur ce que tu dis et après on va partir en spoiler parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai Mais vraiment essayé de trucs parce que c'est ouais, vraiment ouais, parce que compliqué de vraiment, il y a même des plans, des trucs qu'on va devoir détailler sans spoiler, enfin en spoilant forcément. Donc ouais, effectivement, là où je te complète, c'est que je trouve que au-delà en fait du fait que le film des fois change de genre ou décide de changer ou quoi, il y a aussi une espèce de conception très curieuse du monde. En fait, dans le sens où ce personnage-là représente son monde et donc on va avoir un film qui va partir dans tous les sens ou dans tous les trucs. Effectivement, on n'en a pas parlé mais même dans l'introduction, il y a une introduction avec une conception, on va dire, voilà, on en parlera en spoiler, mais bah, voilà. ouais, Euh, c'est ça, ouais, on va en parler en détail, mais moi, c'est encore plus osé que l'intro de Cut James, quoi, on va dire. ouais, voilà, c'est ça. Il y a une espèce de choix, en fait, justement, et c'est là où je retrouve vraiment son cinéma, où je le retrouvais moins dans Smashing Machine, même si je sais que tu ne seras pas d'accord. Mais en fait, oui, justement, même je trouve que dans cette conception du monde, le monde est vraiment construit à son image, dans le sens où c'est un monde qui est osé, qui est bizarre. Il y a une séquence, ça, c'est dans la bande-annonce pour le coup, la scène du phoque, avec des trucs, enfin, il y a vraiment des trucs très étranges, en fait, qui va décider de vraiment partir dans le show et dans le truc complètement outrancier qui est un truc qui va vraiment diviser les gens, je le sais, parce que c'est un film qui est vraiment vendu comme un truc grand public, alors que pour moi, ça l'est pas tant. Et donc, soit le film va pas plaire, soit le film va plaire pour des mauvaises raisons par beaucoup de gens. Mais je trouve que c'est un truc qui est intéressant et qui est intéressant à analyser. Et en fait, que quand tu le vois dans la photo, ou même dans le jeu de Chalamet, ou même je trouve dans la mise en scène, en fait, qui décide vraiment d'étouffer le spectateur, il y a un truc vraiment, en fait, qui est intéressant dans ce personnage, en fait. Et ce personnage, il représente beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que le film c'est là où le film est le plus intéressant, je trouve. C'est dans la représentation de ce personnage et de ses objectifs. Mais effectivement, je pense qu'on va en parler en spoiler. Donc oui, voilà. Vous l'avez compris, on a beaucoup aimé Marty Suprême. On vous encourage à aller le voir, même si j'ai quelques réserves. Pour le coup, moi, je trouve que c'est une très grande réussite. Toi, pour le coup, tu as complètement adoré. Mais effectivement, pour ceux qui sont encore avec nous, on va spoiler le film. Donc, de quoi tu veux parler en premier? Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Bah, tu sais quoi? On va directement passer par l'analyse de l'intro pour continuer avec ce que tu disais, en fait, l'ambition du personnage, puisque l'intro et il y a des collègues qui nous écoutent, donc en fait, ils veulent qu'on en parle de cette scène. Mais d'abord, en fait, pourquoi est-ce que je disais que c'était une scène d'intro beaucoup plus osée que celle de Ken James? C'est parce que on démarrait dans une espèce de mine, il s'est passé un accident, puis après, on est arrivé dans bon allez, disons-le clairement, dans le trou du cul de Adam Sandler. Déjà, Terrible. ça c'est un truc qui est vraiment super drôle et qui en fait est la synthèse du personnage, c'est-à-dire que c'est un trou du cul. Et ben là, Marty, c'est quelque chose qui est intéressant et qui en même temps va faire débat. Et je sais que le film commence à faire débat sur la représentation de son personnage et ça c'est normal pour le coup et je le comprends. Même si moi je suis fasciné par ce personnage de Marty, mais c'est vrai que c'est un espèce de vainqueur. Ouais,
un qui se veut vaincre, conquérir. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il, bon, est-ce qu'on le dit texto? Bon, allez, on va le dire texto. Il décide d'ensemencer le monde, voilà, avec une intro assez endiablée, Mais sexy. Et bah, il y a cette image de sperme, de spermatozoïde. Et en de toute fait, il manière, va enfoncer le monde. de toute manière, c'est un personnage complètement outrancier parce que même on va le voir après, il fait des vannes sur Hiroshima et Nagasaki, il fait des vannes sur Auschwitz. C'est vraiment un personnage qui est complètement atroce en fait et qui va vraiment, notamment avec la présence du Japon dont on n'a pas encore parlé, enfin, en fait, le personnage est vraiment horrible. En fait, pour le coup, c'est un personnage qui est Bah, il est énervant horrible, et mais personne ne veut surtout l'avoir ce dans que son la scène entourage. veut dire, bah, ce que la scène de spermatozoïde et après celle de la Shoah veut dire, c'est que moi, de l'un, on a une scène d'intro où le personnage veut s'implémenter dans le monde, et la blague sur mais oui, mais de toute façon, j'ai le juif pass. Je crois il dit ça quasiment comme ça, j'ai le juif pass, je suis juif, Ouais, quoi. ouais, Euh, il a le truc, mais tu sens qu'il y a une espèce de truc où il veut prouver, même quand la fameuse scène où il va décrocher le truc de la pyramide et qui dit, il le donne à sa mère et il dit on a construit ça, c'est nous et tout. T'as une espèce de volonté en fait de se mettre en avant aussi, je trouve constamment quoi. Bah, c'est un arrogant, c'est complètement un Ouais, arrogant c'est et ça. aussi un inconscient, complètement un mec inconscient, quoi. C'est-à-dire que à aller jusqu'à ce film carrément de gangster à New York dans les années 50, on se croirait dans un Scorsese avec Abel Ferrara où il va essayer de dérober, de voler carrément le King of New York. Voilà, faisons une ref à Abel Ferrara. Il va tenter de voler le roi de New York. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, ce passage-là sur, du coup, sur l'histoire juive qui vient de se terminer n'est pas seulement juste une espèce de touche d'arrogance, mais aussi c'est une trajectoire qui est assez intéressante. Aussi avec le genre japonais, Edo, parce que bah, ce sont Edo, hein, c'est ça, je me trompe pas dans la prononciation, je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est Ouais, ça, Edo, ouais. c'est ça. Et ben en fait c'est vraiment l'espèce de comment dire de trajectoire, de double trajectoire en fait de l'un d'une religion qui a quasiment été exterminée mais qui a perdu son honneur aussi, et l'autre un pays entier qui l'a perdu. Donc en fait c'est pas pour tu vois évidemment que les deux histoires ont des conséquences différentes ou des trucs, hein. Attention, ne faisons pas un raccourci, mais il y a quelque chose qui est vraiment fascinant, quoi, de cette double trajectoire, quoi. Donc voilà, si tu veux ajouter un truc ou si t'es pas du tout d'accord avec moi, pour moi, c'est pour parler de deux hontes, de deux trajectoires de honte d'après-guerre qui veulent se reconstruire pour moi. Moi, pour moi, c'est Non, ça que mais ça veut dire. je suis d'accord, notamment, il y a la fameuse scène où justement il se retrouve à perdre la première fois contre Edo, et il y a la scène pas de propagande, mais de journal, en fait, d'un journal télévisé japonais, où on met en avant le personnage. Et effectivement, en fait, je trouve que c'est aussi une histoire d'une espèce de construction post-défaite, ce qui est vachement intéressant à creuser. Et je trouve que même la photo du film, en fait, le souligne. En fait, je trouve que c'est aussi une photo qui veut faire vieille, qui veut faire aussi marquer, en fait. Et je trouve que on y trouve quelque chose. Mais effectivement, je vais pas tarder pour le coup. J'avoue que j'ai pas trop de temps. Mais j'aimerais juste conclure sur la fin et après je laisserai parler peut-être mes camarades qui attendent un peu de donner leur avis. Bah ouais. Je trouve que justement, en fait, cette espèce de volonté qu'il a de vouloir toujours aller de l'avant, de gagner, et même je trouve que le personnage, pardon, le Trumpiste, j'ai oublié son prénom, mais le personnage absolument horrible là, qui justement fait le manager, enfin ou en tout cas l'espèce de producteur, le mari de Gwyneth Paltrow. Lui est un personnage qui est intéressant parce que c'est aussi un mec qui représente. Alors justement, il y avait une espèce de fin où c'était censé être un vrai vampire à la fin qui a été lâché, mais où en fait du coup il lui dit quand même, ah je suis un vampire, j'ai été là depuis des années, donc une manière de parler, comme quoi le personnage vient vraiment sucer en fait cette espèce de puissance ou alors cette espèce de talent en fait des joueurs ou en fait de l'industrie. Donc pour moi ce personnage là il est intéressant aussi, mais voilà il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça, et notamment cette conclusion avec justement cet enfant qui vient faire un parallèle avec le début du film, où le fait qu'il y ait Everybody Wants to Rule the World, c'est pas anodin, c'est aussi un truc où le personnage à la fois il a réussi à créer quelque chose à travers tout ce chaos en fait et toute cette espèce d'énergie chaotique du film, et en même temps c'est un peu une fin douce amère dans le sens où est-ce que c'est pas quelque chose qui représente un truc où il est coincé, où il est obligé d'arrêter. En fait, c'est un personnage qui refuse
refuse d'arrêter, qui refuse justement le succès en fait, ou non justement la défaite, et qui veut continuer tout le temps de monter en fait. Et même il y a une scène où il est absolument horrible, où il dit à sa copine, moi j'ai un purpose en fait, j'ai un but, tu n'en as pas en fait, vraiment. Et je trouve que c'est un truc qui est terrible et qui vient contraster avec la fin du film. C'est vraiment une fin que je trouve intéressante et qui vient vraiment marquer le film. Je trouve que c'était dur de trouver une meilleure fin en fait pour un film comme ça. Je trouve que ça aurait été un peu facile si ça aurait fini par sa mort, ou ce truc dont j'y avais pensé à un moment donné, mais oui, ça aurait été facile. Du coup, tu peux y penser en ayant toute l'histoire du personnage d'Abel Ferrara, qui est un peu un truc sur le côté en fait. C'est pas une histoire qui est si importante dans la grande histoire du film. Mais oui, effectivement, pour conclure, moi sur mon avis, j'ai beaucoup aimé Marty Suprême. Je trouve que c'est un des grands films de cette année. Même si j'ai quelques réserves dessus, j'ai vraiment besoin de le revoir parce que c'est un film que je trouve dense, qui a vraiment beaucoup de choses à dire. Et effectivement, je trouve que c'est un film qui est intéressant et qui va faire débat. Mais ouais, effectivement, je vais te laisser parler et je vais pas tarder à y aller. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vais laisser parler aussi Jus de Melon. Ah oui, bonjour. Oui, je débarque un peu à l'improviste, mais d'abord, Ouais, Adam, c'est un peu rebondis. spécial. Voilà. Rebondis, Adam. Moi, je débarque là comme une fleur, mais c'est à toi, hein, de nous parler de la fin, cette double fin. Big in Japan et le pleur devant le bébé. Moi, ce qu'on peut dire de cette fin, en fait, j'ai quand même un tout petit problème avec elle. C'est peut-être que, contrairement à, si on commence les comparaisons avec Smashing Machine, c'est peut-être une fin qui fait moins dire qu'il a été battu, qu'il a été moins vaincu et qu'en fait, on lui offre une sorte de petite rédemption, de retrouver un chemin aussi quelque part, ou alors que c'est son successeur, je sais pas en fait. Je viens juste pour ça après je m'en vais, je promets, mais je trouve que, en fait, je ne suis pas complètement d'accord parce que il a gagné un truc, mais est-ce que ce truc-là, sur la grande échelle, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est si impactant que ça? J'en suis pas si sûr. Donc, en fait, je trouve que c'est une fin qui est un peu douce amère aussi. Non, mais c'est J'ai pas libéré. vraiment l'impression que c'est une victoire. Pour moi, c'est une double libération parce qu'il met fin au cirque capitaliste au Japon et il retrouve sa famille et il devient père de famille. Donc, je pense qu'il s'est libéré du capitalisme à la fin. Mais bon. C'est possible aussi, ouais. Façon Enfin de bref, parler. profitez bien. Moi, je m'éclipse et en tout cas, allez voir le film. Faites-vous votre propre avis. Bisous. Si on parle du truc capitaliste, en fait, il y a ces intrigues avec la création de la balle orange, la petite balle orange et le lien justement qu'on faisait avec le personnage de Rockwell, du coup qui veut ou Rockefeller, on peut y penser. Ça aussi, évidemment, les noms sont très liés par en fait cette double. Moi, en fait, cette intrigue est faite pour qu'on les fasse rentrer en liaison. C'est-à-dire que Marty veut lancer son business de balles et Rockwell veut vraiment lancer. Moi, en fait, lui, son industrie, c'est de prendre quelqu'un et de l'utiliser, d'être sa balle de ping-pong. J'adore la métaphore. Euh, Il a mais sauf que littéralement les balls. Il a les balls de Marty Supreme, quoi. Et puis, c'est un peu il le tient par les. ça. En Il le fait, tient par les balls, en effet. C'est un peu ça. Ouais. il le tient par les balls. Et en plus, ça lie en fait avec le début du film où il était marchand de chaussures aussi. Oui, Parce que c'est vrai. on dit toujours le marchand de chaussures, celui qui vend les choses, quoi, en fait. Et en ça, en fait, on a toute une trajectoire, tout un pan, en fait, de ce qui est important d'une partie importante du sport, surtout aux États-Unis. Là, le ping-pong, c'est fait au Japon. Mais en fait, toute la partie Japon est surtout concentrée sur l'honneur et j'ai dit Edo, c'est Endo, pardon, je me suis trompé. Où en fait, c'est surtout rétablir l'honneur, une espèce d'honneur. Il y a quelque chose à rétablir après Hiroshima et Nagasaki, en fait, parce que c'est quasiment un héros, ce personnage de Endo. Là où, en plus, Marty, c'est ça qui est drôle. Bon, même si c'est clairement visible à la fin, mais aussi durant tout le film, en fait, c'est quelqu'un qui va tout le temps être jeté par terre. Voilà, qui va être jeté, utilisé. Il va utiliser les autres aussi, hein, évidemment, mais il y a ça, quoi. Et évidemment, le business is business. Mais moi, je te laisse parler du mal américain, évidemment, parce qu'il y a quand même un peu de mal américain dedans. Ah, ah. Le fameux mal américain ou le mal états-unien, dirait notre cher Théo alias Albator, mais c'est en écho au rêve américain. C'est pour ça qu'on dit le mal américain. C'est un peu ces deux faces d'une même pièce. Bon, là, c'est assez évident, quoi. C'est un film très évident là-dessus. C'est clairement, on va dire, une ode
anticapitaliste d'une certaine manière. Enfin, montrer comment les gens peuvent être matrixés par cette envie de toujours plus et comment d'ailleurs au début Marty s'éloigne même de son cercle familial puisqu'il travaille pour son oncle, il me semble au début là, qui veut le promouvoir en tant que gérant de la boîte à chaussures, enfin le magasin à chaussures. Et lui non, il veut plus grand, il vit plus haut quoi. Et du coup, c'est intéressant aussi parce qu'avec la réflexion, c'est là où il faut revoir le film aussi, mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui s'éloigne de ses origines, que ce soit familiales ou même ses origines juives, pour pouvoir vivre son rêve à l'américain en américanisme absolu, quoi, et en se moquant pas mal aussi, donc des survivants. Par exemple, il rencontre ce joueur hongrois là qui parle de ce qu'il a vécu à Auschwitz, mais lui, il s'en fiche un peu de tout ça. Il représente le présent et l'avenir à l'américaine. Et en il fait, lui force à raconter son histoire. Ouais, il lui force à raconter avec son histoire. avec le Holocaust Tony. Alors c'est vrai que c'est une scène étrange avec une musique hyper épique là. C'est un peu malaisant quand même, sur le moment. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. C'est une scène moi que je trouve intéressante parce que du coup j'ai évité de spoiler. Mais pour moi en fait, Mais on est dans la zone Marty, spoiler là, tu sais. oui, non, on est dans les zones spoilers, donc là on peut. Parce que je l'avais mentionné avant et j'ai failli me faire épingler par vous, donc c'est pour ça que Il y a les abeilles de Bugonia. Je pense que c'est un préquel de Bugonia. En fait. C'est un préquel de Bugonia. Non, mais vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'un a tenté en fait de sauver. On peut trouver la mise en scène de ce que ça veut raconter, peut-être grossière, peut-être. J'ai un peu aussi. Elle est un peu étrange, mais l'un en fait a tenté d'essayer de faire survivre les autres, de les nourrir, Oui. de nourrir à travers son corps, et l'autre en fait va laisser tomber les autres. Un juif qui laisse tomber les autres, Tout pour sa pomme, ouais, c'est ça. C'est l'individualiste absolu, alors que l'autre, on va dire une sorte de sacrifice pour le collectif si on veut, parce que démanteler des bombes avant, bon, il n'avait pas trop le choix s'il voulait survivre, et il risquait la mort à chaque fois, mais du coup, de cette mort potentiel, lui, il a transformé ça en vie pour tout le monde autour, quoi. C'est intéressant. Avec une mise en scène sur le moment qui était à mi-chemin entre Aronofsky dans Mother, j'ai pensé, ou Lars von Trier. Je sais pas, j'ai pensé à ça, ce moment. Je pense pas que ce soit des influences précises de Safdie. Mais... Non, je pense pas. Mais ouais, c'est ça pour moi que ça raconte. Et en plus, si on le met en plus en contraste avec Endo, qui lui en fait joue et en fait moi, pour lui en fait le fait d'être glorifié par son peuple n'est pas signe d'orgueil ou de show en fait, de spectacle à l'américaine, tel un sportif qui se mettrait en avant à dire je suis le winner, je suis le vainqueur. Mais une espèce en fait de reconstruction calme, là où Marty c'est la reconstruction à la reconstruction à la new-yorkaise, on va dire, à la new-yorkaise, et tel que aussi et de son arrogance va le mener d'embûche à embûche. Et moi pour le coup, j'ai envie de revenir sur la sous-intrigue avec Abel Ferrara, qui paraît être mineur, mais qui est pour moi en fait peut-être même le cœur du film. C'est le cœur parce qu'il tombe sur Abel Ferrara avec sa baignoire là, verticalement vers le bas, et c'est là où il met le doigt dans l'engrenage encore plus vers le bas, quoi. Enfin, c'est intéressant. Mais tu en parlais, je sais plus si c'est toi ou Joseph qui en parlait dans l'histoire de il faut à tout prix financer tout ça là, l'argent. Ouais, la transaction chez les Safdie, ouais. Ouais. Bah là, c'est ça, c'est qu'à un moment, comme si c'était son destin, en fait, de toucher le fond, littéralement, avec la baignoire et tout, là, avec le chien. Enfin bon, c'est un bazar sans nom, mais je vois l'idée. Mais on a un peu ça dans Uncut James aussi, où il va fricoter pour essayer de revendre la bague ou des trucs comme ça. Là, je sais pas, il y a tout un délire. Avec le basketteur, qui était du coup le vrai basketteur c'était la finale NBA 2012. Kevin 2013. Garnett, oui, c'est ça, Kevin Garnett. Ouais, voilà, Kevin Garnett. Et d'ailleurs, il y a le rêve américain cette semaine aussi au cinéma. Ça parle de basket. Tout est lié, en fait. C'est peut-être Safdien, le film avec Quenard et Zadi aussi. Allez savoir. Peut-être qu'il est Safdien. Non, non, mais c'est ça qui est intéressant. Du coup, on peut le relier avec James, là où c'était l'introduction de la télévision qui a enrôlé Smashing Machine à cette fin incroyable de James. Là, c'est un peu cette intrigue d'Abel Ferrara à ramener le King of New York, celui qui a filmé l'entreprise. C'est intéressant parce qu'il a filmé des hommes puissants. Moi, justement, dans King of New York, il a filmé des puissants. Là, il filme Abel Ferrara
un espèce de gangster dont on sait pas qui c'est, mais il a beaucoup d'argent. Et oui. Non, mais c'est ça, c'est un gangster de la mafia juive locale en plus, donc c'est intéressant de voir comment il revient peut-être à des fausses origines de gens qui ont immigré aux États-Unis et eux ont choisi le mauvais côté du rêve américain. Peut-être que c'est aussi le message. Marty, il a choisi le mauvais côté du rêve américain par l'entrepreneuriat absolu, en espérant faire triompher un sport qui ne triomphera jamais aux États-Unis, en plus, parce que le tennis de table aux États-Unis, c'est jamais devenu un grand sport, avec ses balles dérivées, tout ça, machin. Il est dans son utopie personnelle, et au final, il rentre juste dans le cirque absolu du capitalisme, soit par le cirque du mania de la plume, là, Harlem Globetrotters, truc au Japon, là où il doit embrasser le cochon. C'est n'importe quoi, ça. C'est la ferme, c'est orwellien, quoi. C'est la ferme des animaux. C'est un peu comme Park Chan-wook, sorti là, une semaine avant aussi avec tous ces animaux, machin, là. Mais en fait, là aussi, c'est le cirque underground de la mafia new-yorkaise avec ce truc de chien, c'est improbable. En fait, c'est un film de cirque. L'argent, le business est lié à une forme de cirque, quoi, de péripéties. J'ai un peu l'impression que c'est ça qu'il a voulu montrer Safdie aussi. Et oui, et ça colle totalement avec cette mise en scène toujours effrénée, comme si en fait on devait, à chaque fois en fait qu'il y a de l'argent qui transitionne, parce qu'il y a beaucoup de plans où on voit de l'argent ou des billets qui transitionnent, c'est surtout en fait comme si on mettait une pièce en plus dans le show, dans le spectacle, puis surtout en fait cette intrigue, c'est juste pour retrouver un chien. Moi, à la base, il devait soigner le chien pour après devoir retrouver le chien qui est en plus dans une maison d'un redneck américain, Ah, bien antisémite et tout, là. Hein, ouais. bien antisémite, violent aussi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France dans l'actualité en ce moment. Hein. Quoi quoi C'est ouais, c'est ça. Et en plus, à vouloir le chasser, avoir carrément le truffé de plomb, en fait. Ça, c'est vraiment. Mais là, on est dans un film des frères Cohen à ce moment-là, presque. Hein. J'ai pensé à ça. Oh oui. Ah bah le climax, c'est un peu No Country for Old Men, mais version tennis de table, quoi. Un peu les Big Lebowski, mais avec un gars qui est complètement conscient d'être dans le délire aussi. Personne n'a pissé sur son tapis, mais on lui a balancé ses balles dans la rue aussi. Parce que les balles, elles tombent à un moment. Avec le gars là qui veut arnaquer. Enfin, il y a tout un délire avec ce personnage qui est aussi un fils à papa là. Je sais plus quoi. Qui est un fils à papa, ça c'est super intéressant. À vouloir jouer en fait du business, en fait justement en plus de la balle orange, et en plus à mettre Marty suprême, comme si Marty en fait voulait, pour lui en fait s'imprégner, avoir le succès aux États-Unis, c'est pouvoir mettre son nom sur une balle, comme Et on donc, mettrait son nom sur une boîte de céréales. C'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde s'en fout du tennis de table aux États-Unis. Il n'en prend jamais conscience. Le truc le plus haut qu'ils peuvent avoir, c'est un petit show à la mi-temps, un show de cirque à la mi-temps des Harlem Globetrotters. Ils sont même pas les stars de la soirée, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait. Encore du basket, d'ailleurs. Tiens, tu vois, il est du basket, là. D'ailleurs, il est vrai basketteur, ancien basketteur de la NBA qui joue les Harlem Globetrotters, j'ai vu dans le casting, décidément. Et oui, mais toujours, comme toujours, en fait, chez les Safdie, il y a toujours un peu le basket, comme si pour eux c'était l'épicentre en fait du transfert. On parle toujours de transfert, de transaction chez les Safdie, parce que comment on obtient les joueurs, c'est en transactionnant, c'est faire la transaction. Moi, je trouve ça toujours intéressant sur le filigrane. Puis d'ailleurs, en plus, ils ont filmé un basketteur raté qui a failli aller dans les biais, justement, Lenny Cook, mais celui que j'ai pas vu, mais en fait, c'est pour ça que je veux le voir. Mais oui, c'est marrant parce que c'est du basket en plus, donc bon, bref. Mais en fait, ce joueur en fait qui a pas réussi à être acheté en fait quelque part, et à la fin, Marty comme ce joueur de basket, de choses qu'il regrette, hein, moi, qu'il aime pas du tout, les Harlem Globetrotters, finalement il va se faire acheter du coup par Rockwell ou Rockefeller, hein, finalement. Le vampire, ouais, qui dit qu'il est né en 1601 et tout. Voilà, c'est vraiment le capitaliste alpha. C'est le capitaliste alpha, quoi. Enfin, il se prend pour le gars immortel, mais ça aurait été génial que dans le côté fantastique, il y avait des rumeurs comme quoi il voulait vraiment que ce soit un vrai vampire, apparemment, mais je crois que les studios n'ont pas trop laissé passer. Je pense pas, mais et du coup, ce qui fait qu'il y a aussi du coup cette liaison avec Gwyneth Paltrow qu'il possède lui aussi en plus. Ah, mais c'est terrible, c'est triste pour elle. Hein. C'est un personnage triste, la pauvre. Quand même. Mais elle m'a rappelé le personnage de Sunset Boulevard. Son interprétation, sa manière de s'habiller, c'est vraiment Sunset Boulevard de Billy Wilder.
Oui, puis c'est triste parce qu'en fait, bon, sur le papier, voilà, mais en fait, ce qu'on se rend compte et tout, c'est que c'est juste le gigolo, c'est le prostitué, en fait, de Mm. service, quoi. En fait, c'est le prostitué du capitaliste, du capitalisme absolu, Marty Supreme. Il pense être le meilleur et tout, mais il est dans le cirque et dans la prostitution, en fait. Le capitalisme, pour rentrer dedans, il faut se prostituer ou accepter d'entrer dans le cirque, quoi. Donc c'est un film Bah, très triste, en fait, quelque part, quand on regarde. C'est pour ça qu'il pleure aussi à la fin. Ne pleure-t-il pas à la fin? Bon, parce qu'il est heureux de voir la naissance. Je sais pas si il son fils. pleure comme dans Smashing Machine, le grand Oui, Smashing mais Machine. j'aime faire pleurer les. Mais à la fin, il pleure à la fois parce qu'il est heureux, il revient à des valeurs. Alors c'est là où je parle des valeurs familiales américaines, mais est-ce qu'il y a une forme de cynisme ou d'ironie derrière? Je ne sais pas. Mais il pleure aussi parce qu'il relâche toute la pression, quoi. Il se rend compte qu'il a vécu dans le mensonge et que là, il arrive maintenant dans sa propre vérité, la seule, c'est sa femme, sa mère aussi qu'il retrouve, hein, à la mère juive aussi, hein, dans le cliché peut-être, mais parce qu'elle Et il la l'a. seule scène où il l'insulte pas, Ouais. ou la critique pas d'ailleurs. Non, mais oui, c'est ça. Et puis bon, le fils ou la fille, alors, je ne sais pas, il me semble qu'à un moment j'ai cru entendre son, mais je suis pas sûr. Je suis pas certain. Mais voilà, il se dit maintenant il est tourné vers un avenir, mais il pleure parce qu'il a tout laissé derrière lui. Il doit tout recommencer à zéro en vrai, en fait. Mm. Qu'est-ce qu'il va devenir après? C'est ça une bonne question là. Il va revenir au magasin de chaussures probablement. Enfin, il peut pas. Hein. Il y a son oncle qui a porté plainte quand même. Ça aussi, c'est absolument lunaire quand même. Le vol du coffre-fort Bah, et la plainte. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une espèce ouais, de défaite complète, enfin, quasiment complète, parce que la plus grosse défaite qu'a subi un personnage savdien, c'est dans Uncut James se faire Ah trouer bah la oui. tête. Le trou de balle, hein. Le trou de balle Ah final. bah là c'est pas le trou de balle, c'est le trou dans la joue là. C'est marrant, c'est d'un trou à l'autre, hein, pareil. Alors, et moi, j'ai envie de pré-shot un prochain film des Safdie sur le golf. Là, il y a tout à faire. Allez, un Ah, biopic de Tiger Woods. Ah putain, vas-y. oh, ce serait une idée ça. Oh là Ah, là. c'est une grande idée. En plus, Tiger Woods qui a eu qui avait trompé sa femme et tout. Ça peut être très bien. Ça peut Ah être mais très bien. Et en ah, mais plus, comme le dit Théo Albator en privé, mais je crois qu'il va bientôt venir aussi ouais. faire coucou. Oui, C'est, Oui, allô. voilà. c'est un peu le contrepoint de The Mastermind aussi. Hein. Autrement, mais Adam l'a pas encore vu de Mastermind. Non, Alors j'avais là, pas vu, mais allez-y, hein, faites la comparaison. vas-y Théo, dis-nous alors J'allais faire son Smashing Machine, mais pour cette conclusion, parle-nous de la fin aussi d'ailleurs et The Mastermind là, mais c'est l'anti The Mastermind quand même un peu. Hein. Bah oui, mais en même temps, les deux films se rejoignent beaucoup puisque c'est pour moi deux films sur l'ego américain. Et là où pour Marty Scrum, ça touche quelque chose de plus particulier, de plus universel que The Mastermind qui touchait un ego assez mal placé du personnage principal. Pour moi, Marty, c'est la victime de tout un système capitaliste américain qui date de la victoire à la Seconde Guerre mondiale, qui montre au monde entier qui est la plus grosse puissance du monde. Et bah du coup, ça rejoint une sorte de discours bah, post-Seconde Guerre mondiale où les États-Unis veulent montrer qu'ils sont numéro un. Et bah Marty veut aussi appartenir à cela, veut s'inscrire dans cette mythologie américaine-là et veut réussir au ping-pong pour ensuite justement questionner jusqu'où va cette réussite avec la fin. Puisque moi j'ai trouvé ça génial le moment où juste il reste que 2 points pour Marty pour qu'il gagne contre Endo, son grand objectif, malgré que on sait qu'il pourra pas se réinscrire au championnat du monde et qui donc sera un champion du monde, mais pas vraiment légitime. Il est là, il regarde la foule, mais il le fait quand même. Et ça, je trouve ça magnifique de montrer jusqu'où il va aller pour avoir son objectif à lui seul. Et ensuite, du coup, il y a cette scène du bébé qui, pour moi, c'est tous les regrets qu'il a, quoi. C'est, regarde, bah, comme tu l'avais dit, Jus, il repart de zéro, il a plus rien maintenant. Le tennis de Mais table, en c'est fait, c'est fini. ça. C'est qu'on voit la scène en mode ah c'est beau, il pleure devant son bébé, mais en fait il pleure juste sur ce qu'il a laissé derrière. C'est peut-être pour ça qu'il est filmé derrière une vitre et tout. Il y a un truc intéressant dans la mise en scène à ce moment-là. Il Et est pas moi, dans la même pièce. Il est encore dans sa vie d'avant et il voit à travers la vitre ça. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir le vivre ce rêve d'être un père? hmm, C'est une bonne bah, question. C'est pas certain. Hein. Pas certain. Hein. bah, par rapport à ce qu'il dit avant, on dirait pas que c'est un rêve, parce que juste, bah, quand il fait sa rupture avec sa meuf, j'ai pas son nom non plus, il dit, bah non, moi, je veux pas une vie de couple. Mais moi, je veux pas une vie de couple. Je veux une vie de globe-trotter. Je veux Gwyneth Paltrow, tu vois. Parce que pour moi, c'est aussi l'une de ces étapes dans son rêve-là, c'est, regarde la vedette de cinéma, toi aussi, tu pourrais la voir. C'est quelque chose d'ultra patriarcal.
mais qui est présent et qui rejoint le truc. Et Ouais, je ben, trouve ça on sait- fascinant. son Mais désir c'est de un- possession, de domination, mais en fait, c'est là où, comme je le disais là juste avant, dans ce désir de possession, de domination, il n'est que n'est que l'objet, il n'est que la marionnette, que ce soit du cirque capitaliste donc, mais aussi, il en est le prostitué, il a besoin d'elle pour le collier et avoir de l'argent. En fait, il est pathétique, Marty. Et lui, il se croit grand, voilà. Il y a que dans cette victoire là au Japon où il retourne le cirque, mais il doit ceci grâce à l'honneur de son adversaire japonais qui respecte, voilà, qui n'a pas la revanche contre les États-Unis malgré la propagande de son pays qui voulait se venger des États-Unis à l'époque. Il y a un moment aussi, on voit des images quasi façon archive des nouvelles japonaises qui le dit, ça le dit, on va se venger des États-Unis plus ou moins. Enfin, pas comme ça, mais dans l'honneur du Japon après la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant ça aussi parce que ça critique la grandeur des nations qui utilisent leurs pions là pour redorer leur blason pour être les meilleurs, mais en fait derrière il y a des humains, il y a l'honneur, il y a le retour aux sources. Mais c'est intéressant cette fin. Ce serait peut-être voir des interviews de Safdie, ce qu'il en dit, ce qu'il a voulu peut-être dire sur ce final. Et moi, l'autre truc que je voulais dire, c'était tout le discours autour de l'Holocauste. Parce que pour moi, il y a ce truc de la population américaine n'a pas été instruite comme les Allemands après la guerre. Bon, ça donne ce qu'on a aujourd'hui, hein, évidemment. Mais il y a eu ce truc où eux n'ont jamais connu de tel traumatisme. Et ça se fait savoir directement avec Marty qui s'en moque, quoi. Il se moque du truc le plus atroce de l'histoire, malgré que on voit jusqu'où un humain peut aller pour essayer d'un petit peu survivre avec cette scène-là du miel. Et on s'en moque. Et je trouve ça aussi magnifique parce que pour moi, ça rejoint un discours plus actuel avec un despote qui dit Make America Great Again. C'est très bien, mais quand est-ce que c'était vraiment grand? Parce que là, tout le film nous montre que ça n'a jamais été. Il y a toujours eu des oubliés de ce système-là. Mais t'en reviens à The Mastermind aussi, où Voilà. le gars il se croit dans sa petite société américaine à voler de l'art et tout pour exister, mais en fait il n'existe pas, il est pathétique autant que Marty Supreme. Ça c'est marrant parce que Bien The Mastermind c'est sur l'art et là c'est sur le sport. C'est deux pendants qui sont très importants, parce que l'art est politique, le sport est politique aussi. Et il y a beaucoup de gens qui veulent dépolitiser l'art et le sport tout le temps. Donc, mais quand on dépolitise, au final, on est juste dans le domaine capitaliste et on ne va pas aller dans la profondeur et on voit pas les humains, les artistes derrière. C'est intéressant ça aussi quelque part. Non mais la fin, c'est un film qui est passionnant. Après voilà, dans la globalité, il faudra que je le revoie moi personnellement parce que je pense que dans la team, je suis celui qui a le plus de réserves. Donc, il y a Hugo qui le voit au moment où on en parle. À mon avis, lui, il est capable d'avoir encore plus de réserves. Et c'est vrai que dans l'idée, ça ne se pose jamais, mais c'est un peu comme Uncut James, ça se posait jamais non plus. Quoique dans Uncut James, il y avait des moments avec son fils, avec sa femme avec qui il y avait un divorce en cours, il y a des choses qui se posaient un peu quand même, mais ça, avec les Safdie, ça se pose jamais vraiment, même quand ça se pose. Voilà. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Cinéma d'urgence. C'est toujours l'urgence chez Safdie. C'est comme New York. De toute façon, moi, le rythme de leur film est à l'image de la ville où ils ont vécu toute leur vie et où ils ont filmé la plupart de leurs intrigues. C'est toujours lié. Machine, ça se passe pas. À moins qu'il soit à New York à un moment, je crois pas, non. Non, c'est pour ça que c'était intéressant. Ça changeait de décor. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est les mêmes films. Vous avez juste pas la Ça doit être ça. L'un vend son âme, l'autre vend son corps. Voilà. C'est intéressant. Toujours vendre, toujours. Chez les Safdie, il y a toujours une notion de transaction. Le pacte faustien cinématographique. Et en plus, ils font le pacte. C'est faustien. Oui. Ou alors c'est un pari. C'est un pari aussi on se lance dans un sport qui vient de naître. Oui. Les deux font ce pari-là. On verra leur film sur le film d'un des deux sur le golf, sur Tiger Woods dans quelques années. Allez, je prends un pari là. Peut-être pas Tiger Woods, mais le golf, ça leur irait très bien. En plus, il y aura un nouveau trou, du coup. Oui, alors là, tu fais une scène dans le trou de golf, avec des vers de terre derrière qui gravitent et tout. Il y a de corrompre pour la balle. Jésus. Ça y est, je suis en train de faire mon film. Je suis le troisième frère Safdie, vous saviez pas? Le frère caché.
Juste ça me dit. Oh là là. Non, mais il y a tout un truc aussi, il y a des lectures qu'on peut pas avoir, nous aussi, c'est sur la judéité aussi, il y a quelque chose de très important, mais c'est un peu indirectement dit aussi à travers cette scène de l'Holocauste. Nous, Américains, on n'a pas vécu ça, mais il faut pas oublier d'où on vient déjà et ce qu'ont vécu nos cousins, etc., ceux qui sont restés en Europe. Parce que, voilà, peut-être sur plusieurs générations, il y avait les mêmes arrière-grands-parents, eux, ils ont immigré aux États-Unis avant, ils ont eu de la chance. Enfin, je sais pas si les Safdie, ils ont eu quelqu'un de leur famille qui a connu les camps. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas recherché. Et là, on montre des Juifs américains qui étaient aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir que certains oublient. Une fois qu'ils sont aux États-Unis, ils oublient que ailleurs, on peut faire souffrir les leurs. Et en même temps, il y a quand même le raciste antisémite qui est là aux États-Unis, hein, donc quelque part, avec le redneck là. Donc ouais, non, mais il y a des choses intéressantes, quoi. Il y a des choses intéressantes. Mais à creuser, il faut le revoir. Ce genre de film, il faut revoir ça de toute façon. Comme The Mastermind de Kelly Reichardt, hein, c'est des films à revoir. Hein. C'est pas faux. Si quelque chose. Non. Ah non, mais là, voilà. Après, 2026, c'est quand même, c'est intéressant comme année, hein, pour l'instant, voilà. Je sais que Adam, toi, t'as plus de réserves sur ces débuts 2026, t'as quand même. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de douches froides, donc. Oh là là. Donc là j'ai un truc que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. Et puis n'oubliez pas, revoyez Smashing Machine pour avoir la lumière. Non. Oui, c'est vrai. Non, franchement, c'est la fin non. de cette émission. Non. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Il faudra qu'on joue le jeu, il faudra qu'on revoie ce truc quand même. Ce film Jules, tu le fais tout seul. Hein. C'est une méditation sur le corps, sur voilà, bon bref. C'est régagnant. Allez. Hein. Voilà, c'est régagnant. Vous n'avez pas la vision, c'est tout. Pas de vision. Mais d'où la phrase sur Reagan. Est-ce qu'il croit qu'on est encore chez Reagan? Bon, bref. Mais tu sais, dans Marty Supreme, on est déjà dans Reagan avant l'heure. Hein. Mais oui, de toute façon, c'est l'Amérique. Hein. Tout ce qu'on suit avec Eisenhower, voilà. Enfin bon, bref, allez, toute la liste. Oui, hein. mais la liste est longue. Mais en tout cas, voilà. Mais n'hésitez pas. Bon, en tout cas, nous, même si on a quelques réserves sur certains trucs, on a beaucoup aimé Marty Supreme. Et cette fois, on est d'accord, parce que si ça aurait été sous Smashing Machine, on aurait été complètement divisé. Et ça aurait été la guerre. Ça aurait été la guerre. Mais voilà. Mais c'est pas la guerre. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, à dire aux commentaires ce que vous avez pensé de ce Marty Suprême, ou alors si la promotion vous a pas déjà achevé de couper l'envie d'aller voir ce film. Pour moi, heureusement, parce que c'est un film des Safdie, sinon j'en aurais déjà marre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Merci toujours de nous écouter en 2026, de suivre nos débats. Et après, est-ce qu'il y a un film, allez, avant de vraiment conclure, est-ce qu'il y a un film là ces prochains jours que vous attendez avec impatience? Screen 7. Non, je plaisante. Je vais quand même aller le voir. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on ne le fait jamais assez, mais on en profite là. Est-ce que vous avez un petit film à recommander? Allez voir en salle. Voilà. Ouais, le rêve américain est pas mal, hein, quand même. Hein, voilà, mais même si on a des acteurs. Voilà, bon, dont un qui est un peu problématique, l'autre qui a fait un mauvais film l'année dernière, bon. Mais ça passe, parce que c'est le réalisateur de Play, et Play, c'était très bien. Voilà. Ouais, et sinon, il y a le son des souvenirs qui sort, là, aussi, mercredi, je sais pas quand vous écouterez cet enregistrement, il paraît que c'est très bien, le son des souvenirs. L'ami Le Tenenbaum nous le conseille, parce qu'il a déjà vu en avant-première. Voilà. Film de Oliver Hermanus. Moi, perso, le seul film que j'attends, c'est Orwell 2 + 2 = 5. C'est tout. Oui, qui sortira dans 20 salles, je pense. Hein, c'est non, ça, non, il sort la semaine prochaine. Ouais, il sort la semaine prochaine, mais on verra. Mais ouais, moi, ce devoir-là, de parler de totalitarisme, c'est bien. Dans 2 semaines, il y a The Bride, Rape the Bride, comme dirait. Oh là là. Vous avez la ref, évidemment. Quel enfer. On parlait de gens problématiques. Il était pas mal aussi. Pourtant, on l'aime beaucoup, Jodorowsky, mais quand même, hein, humainement, des fois, il est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais oui, The Bride, ça a l'air, là, ça passera ou ça cassera. Hein. C'est comme Hurlevent, hein, c'est pareil. Voilà, bon, de toute façon, on n'en parlera pas. Hurlevent, c'était nul. Hurlevent, c'est. Mais c'était nul. On a notre cher Joe qui a aimé. Voilà. Il est plus dans la team. Il est plus chez nous. Ah non. Non. Comme Hugo, il est pareil. Ils sont plus chez nous. Non, mais il y a The Bride, il y a plein de trucs le 4 mars, là, je crois. Là. J'ai vu qu'il y avait... Ah oui, il y a le nouveau Pixar aussi. Waouh, c'est mais par contre, on n'en parle pas. Il y a le nouveau film de Saïd Rostaï aussi qui va sortir. Woman and Child qui sort. Saïd Rostaï, Layla et ses frères. Ah oui. Ah oui. Mais avec des acteurs francophones, non? Oui, non.
Non, Non. ça Ah se bon confond avec l'autre. Oui. Oui, Non, mais non, il y en y a un pas. autre- C'est un autre Qui s'appelle, du coup, réalisateur Woman. iranien qui va faire un film avec Pierre Ninet, je crois. Mm. Oh, C'est très étrange ce que je viens Tu Oh. vas de être dire. dans Gourou. Tu vas être dans Gourou. Oubliez Gourou, hein, évidemment. Non, c'est Woman and Child, voilà, qui sort. Ouais, qui sort mercredi. Qui sort mercredi, oui, c'est vrai. Ouais, bien vu. Ah bah oui. Ouais, j'avais voilà, pas- personne le n'en gros parle, mais mercredi. moi j'ai très envie de le voir. Voilà. Voilà. Qui Parce que vu que sera. Ah, j'ai voilà. pas beaucoup vu de films à cause de la grippe, hein, donc voilà. Si le Sam Raimi est vraiment sympa, allez le voir. Oui. C'est pas parfait, mais allez le voir. Voilà. Voilà. Ce sera ma petite reco. Bref, un tout dernier mot. Non, pas du tout, pas du tout. Bisous. Bisous. Voilà. Bisous. Non, mais bref, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à commenter. Et puis, on vous dit pour un prochain débat. Ciao. Ciao. Bisous.